Il est l'un des détenus les plus connus de France et ne sort de son isolement que pour aller réclamer sa libération auprès de la justice. Depuis 1 an que Cédric Jubilard a été incarcéré et mis en examen, ses avocats s'acharnent et ont déjà plaidé 6 fois pour sa remise en liberté. Une demande à nouveau rejetée par les juges il y a 2 semaines. On est scandalisé parce que la justice s'entête, parce que la justice a du mal à faire machine arrière, parce que la justice part d'une idée préconçue que ça ne peut être que lui, ce qui est un raisonnement hallucinant et insupportable. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si cette femme, à l'heure où je parle, est décédée, si elle a été enlevée, on ne sait rien. Il n'y a aucune trace de scène de crime et cet homme est parfaitement innocent. Depuis la disparition de Delphine Jubilard en décembre 2020, la justice a rassemblé de nombreux indices, mais aucune preuve. Cédric Jubilard est-il la victime d'une erreur judiciaire ou un meurtrier particulièrement habile? L'objectif de Cédric Jubilard, c'est de toujours être en maîtrise parfaite des informations qu'il distille et qu'il distribue, de sorte à ce que personne ne puisse avoir l'entièreté du puzzle, qu'il reste le maître du jeu. Il va distribuer ici et là des morceaux du puzzle, mais le seul qui a une lecture globale et totale du dossier, c'est lui. Le 15 décembre 2020, à 4h10, Cédric Jubilard appelle la gendarmerie. Gendarmerie, je vous écoute? Oui, bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme. Je me réveille là, je suis tout seul à la maison. D'accord, il n'y a pas de problème particulier? Vous ne vous êtes pas disputé ou autre? Ah non, non, non. Après, on est en instance de divorce. Ça, c'est une chose. Mais après, ça se passe bien. D'accord. Et vous, ça vous paraît bizarre qu'elle soit partie? Elle n'a pas rejoint quelqu'un dans la nuit? Qu'elle le dise, mais qu'elle ne me laisse pas là comme un con à galérer. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir si elle est en danger, ou si elle n'est pas en danger. Je préfère partir du principe qu'elle est en danger. Je vais vous envoyer une patrouille. Delphine Jubilard s'est comme volatilisée. Dans le domicile conjugal, les gendarmes trouvent son sac, ses papiers. Selon son mari, elle serait partie avec une doudoune blanche et son téléphone. Mystérieusement, celui-ci borne toujours sur l'antenne de la commune. Mais à 7h30, il s'éteint. À Cagnac-les-Mines, les amis de Delphine apprennent la nouvelle en se réveillant. Cédric a tenté de les joindre avec insistance dès 4h du matin. Coucou, quelqu'un a vu Delph? Je la cherche partout, je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi? On s'est dit peut-être que elle va revenir, elle est peut-être partie au travail, même si elle est en vacances, elle avait besoin de souffler. Peut-être qu'à la maison ça allait pas, elle est partie, je sais pas, se balader ou s'aérer la tête le soir même. Arrivé le soir après le travail, quand on voit qu'elle est toujours pas rentrée, on commence un peu plus à s'inquiéter, on commence à nous dire qu'on va nous auditionner, les gendarmes qui nous demandent si on ne la cache pas. C'est là où on s'est dit, ouais, finalement, peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Les enquêteurs interrogent également Cédric Jubilard. Le mari brosse le tableau banal d'un couple qui se sépare. Delphine a demandé le divorce il y a plus de 3 mois. Elle me reproche de ne pas avancer les travaux de la maison. On ne se regardait plus et on s'est éloigné. J'ai remarqué une certaine amélioration dans notre couple depuis que j'ai commencé à reprendre les travaux de la maison. Par contre, à ma connaissance, elle voulait toujours divorcer. Nous avons chacun notre avocat. Malgré la situation actuelle, il nous arrivait de coucher ensemble de temps en temps. Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale? Beaucoup de suppositions de ma part, mais je n'ai pas de preuves. Elle téléphone en cachette, elle a changé ses codes. Donc on peut supposer qu'elle me cache des choses. Vous est-il déjà arrivé de vous disputer violemment? Non, jamais violemment. On a eu des disputes comme tous les couples. Mais les enquêteurs vont découvrir que, contrairement à ce que Cédric Jubilard leur raconte, la séparation aurait été beaucoup plus conflictuelle. C'est en 2014, au temps du bonheur, que Cédric et Delphine ont emménagé dans le petit village de Cagnac-les-Mines,
sur les hauteurs d'Albi. Cédric est plaquiste, il achète un terrain et construit sa maison avec des amis, juste avant la naissance de son fils, Louis. Et 3 ans plus tard, le couple a une petite fille. Mais Cédric ne termine pas les travaux. Au milieu de ce chantier permanent, peu à peu, l'amour de jeunesse entre 2 personnalités de plus en plus différentes se délite. Il y avait beaucoup de choses qui collaient pas, je trouvais, entre eux, en fait. Il y avait Delphine qui était une femme posée, voilà, gentille avec ses enfants. Il n'y a aucun moment j'ai vu Delphine lever la main sur les petits. C'était Cédric. Quand Delphine elle lui disait « Arrête, tu vois pas que tu lui fais mal à Louis, mais tais-toi, ferme-la ta gueule », en fait, c'était des mots vulgaires. Elle se rabaissait, elle baissait la tête, elle disait plus rien. Cédric, il est dur, quoi. Et il a toujours assumé, de toute façon, il est comme ça, c'est son caractère. Moi, je suis un connard et j'assume, quoi. C'est vraiment sa phrase à lui, de toute façon. En 2020, Delphine s'éloigne définitivement de Cédric. Celui-ci enchaîne les petits boulots, il est instable financièrement. En août, elle lui annonce qu'elle veut divorcer. Quelques jours plus tard, sur un site de rencontre, Delphine commence à échanger avec un autre homme. Il a 35 ans, il est vendeur dans la région. Ils se rencontrent plusieurs fois et s'appellent tous les jours. Rapidement, Cédric nourrit des soupçons. Par jalousie, il cherche même à géolocaliser le téléphone de son épouse alors qu'elle se trouve avec son amant. Cédric Jubilard continue à enquêter sur sa femme. Il subtilise la carte bleue de Delphine et consulte l'historique de ses dépenses à un distributeur. Il y découvre un achat de lingerie, une location de voiture et une réservation d'hôtel. Pire, durant l'automne, Cédric Jubilard apprend par son fils que Delphine lui a présenté son copain lors d'un appel en visio. Cédric comprend qu'il s'agit de son amant, il est furieux. Auprès de plusieurs proches, il aurait alors menacé de son épouse. Nous avons pu rencontrer un membre de la famille Jubilard qui nous a raconté la scène. Il a dit textuellement « J'en ai marre de celle-là, je crois que je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. » Et donc c'est vrai que quand on est énervé après quelqu'un, on dit « Oh, j'en ai marre, je vais le tuer. » Mais bon, jamais je vais le tuer, je vais l'enterrer, personne ne le retrouvera, quoi. Sur un moment, évidemment, personne n'y croit. Ben non. C'est dans ce contexte orageux que pour Delphine, le projet d'une nouvelle vie s'accélère soudainement. Le jour de sa disparition, le 15 décembre, son amant lui annonce qu'il se sépare de sa femme. À 22h55, Delphine lui envoie un dernier message. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. C'est une disparition inquiétante qui Depuis près d'une mobilise. semaine, une jeune mère de famille est Les portée recherches disparue, se poursuivent depuis 6 volontaire jours ou maintenant. encore un meurtre ou un enlèvement. Les suites des recherches pour retrouver une jeune mère de famille disparue dans un village du Tarn. 8 jours après la disparition, alors qu'un millier de personnes est rassemblé pour prêter main forte aux gendarmes, le comportement de Cédric Jubilard interroge. Notamment Amy,
l'amie de Delphine. J'ai ressenti ce besoin d'être à ses côtés le jour de la battue et de lui montrer que j'étais là pour le soutenir et là pour lui. Il le sait, hein, que c'était le suspect numéro 1, que tout le monde le regardait à lui, que voilà, tous les regards étaient braqués vers lui. Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il cherchait, j'avais envie de lui dire mais on s'en fout, enfin, on est là pour chercher ta femme, donc... La nonchalance de Cédric Jubilard dans les jours suivant la disparition choque plusieurs proches de Delphine. Mais cette attitude ne perturbe pas Samy, un très bon ami de Cédric Jubilard. Je l'ai croisé, Cédric m'a dit que c'était... Voilà, c'est arrivé comme ça d'un coup, il s'y attendait pas et puis... Il m'a pas fait le Jonathan Daval à s'effondrer en larmes, tout ça, mais ça se voyait qu'il était impacté, qu'il était, voilà, qu'il était choqué. Mais il m'a pas fait le mec, oh, ma femme a disparu. Parce que je savais déjà qu'ils étaient en divorce. Il n'y avait plus rien entre eux, quoi. Donc j'ai un peu compris pourquoi il s'était pas effondré en larmes. Je n'ai pas trouvé ça bizarre, moi je trouvais sa réaction normale. C'est plus par rapport aux enfants, quoi, qu'il était affecté. Lui, c'était vraiment que pour les enfants. C'était parce qu'il avait perdu la mère de ses enfants qu'il voulait la retrouver. Sa femme disparue, Cédric Jubilard refait sa vie. En quelques semaines, il flirte avec plusieurs femmes, puis se met en couple avec Séverine, la mère de l'un de ses amis. Il s'affiche avec elle lors d'un rassemblement organisé pour les 5 mois de la disparition de Delphine. Cédric Jubilard semble décontracté et s'amuse même de sa soudaine célébrité. Toute la France est contre lui, mais il s'en fout. Ça le dérange pas, lui, tant qu'il vit bien sa vie, franchement, il s'en fout des autres. Faut accepter les différences de tout le monde. Lui, il est comme ça, il aime blaguer. C'est comme je dis, là, juste parce qu'il est passé à la télé, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Salut, c'est l'homme le plus connu de Cagnac ». Mais c'est sur un ton d'humour, il faut juste, voilà. C'est son caractère, quoi. Il va pas se changer juste pour plaire aux gens et pour plaire aux médias. C'est sûr que dans cette affaire, ça tombe mal pour lui d'avoir un caractère comme ça, mais... Il se doutait qu'il allait avoir un problème avec la justice dans pas longtemps, quoi. Il me disait, ils vont pas tarder à me saouler. C'était sûr et certain, il le savait. En effet, pendant des mois, les gendarmes rassemblent des éléments embarrassants pour Cédric Jubilard. L'homme a toujours affirmé s'être couché à 22h30, après une soirée sans heure. Il suppose que Delphine serait sortie promener les chiens. Selon lui, elle le faisait souvent, le soir. Mais les riverains sont interrogés. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Tous démentent que Delphine avait cette habitude. Fait troublant, l'une d'entre eux, qui habite à 100 mètres, a entendu vers 23h des hurlements de femmes semblant provenir du domicile du couple. J'ai entendu des cris de peur, ceux-ci m'ont glacé. Pour moi, c'était des cris d'adultes. Il y a eu des aboiements en même temps. Un autre voisin affirme, lui, que la voiture du couple a été déplacée pendant la nuit. Pourquoi Cédric Jubilard a-t-il coupé son téléphone à partir de 22h? Et pourquoi s'affairait-il à mettre du linge dans la machine à laver à 4h du matin, à l'arrivée des gendarmes? Aurait-il cherché à dissimuler les traces d'une dispute qui a mal tourné? Il est examiné. Il n'a aucune trace de blessure. Lors des perquisitions, les enquêteurs trouvent bien une micro-trace de sang de Delphine sur le pyjama de Cédric, mais pas de véritable preuve d'une scène de crime. Les gendarmes vont alors tenter d'obtenir des aveux. Le 16 juin 2021, Cédric Jubilard est placé en garde à vue. Après 2 jours d'interrogatoire où il campe sur ses positions, à 3h du matin, les enquêteurs essaient de le faire craquer. Nous avons travaillé toutes les hypothèses possibles. Nous les avons toutes vérifiées. Mais il s'avère que Delphine n'est jamais sortie de chez vous, monsieur Jubilard. Je n'ai rien fait. Vous êtes un menteur, monsieur Jubilard. Vous mentez à tout le monde.
même à votre avocat. Maintenant, il va falloir être courageux. Oui, du courage. Mais il faut y aller, sinon vous allez droit dans le mur. Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, c'est nous qui vous posons les questions, mais demain, ce seront vos enfants. Il faut leur répondre maintenant, monsieur Jubilard. Je n'ai rien fait. J'irai dans le mur avec vous. Elle vous trompe. Elle a un amant pour qui elle achète de la lingerie fine et avec qui elle va à l'hôtel. Et ce soir-là, elle vous annonce qu'elle part s'installer avec cet amant. Et là, vous vous emportez. La situation dégénère. Regardez cette photo de famille. Regardez-la bien. Rien? Ça ne vous fait rien? Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. Pas d'aveu. Mais Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention. Jean-Baptiste Allary, qui l'a assisté lors de cette garde à vue, dénonce alors une enquête à charge et un dossier vide de preuves. Il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces particulières de terre par terre ou quoi que ce soit. Le véhicule est dans le même état qu'il était la veille. De la même manière, la téléphonie de Cédric, on ne peut pas objectivement en faire quelque chose d'accablant. Il y a une donnée objective, c'est que ce téléphone n'a plus d'activité à compter de 22h08. Soit 1 heure quasiment avant le dernier signe de vie de Delphine Jubilard. Mais à ce moment-là, ça signifierait que cet homme a pris le soin d'anticiper le pétage de plomb qui va intervenir 1 heure plus tard et donc éteindre son téléphone. Pourquoi? Quand on éteint son téléphone, c'est pour masquer un déplacement. C'est pas pour déguiser une dispute à la maison. Les constatations de ces gendarmes ont été interprétées de la pire des manières, de la manière la plus accusatrice qui soit. Ça ne démontre en aucune manière un crime. En aucune manière. Plusieurs mois passent, et à l'automne, 2 nouveaux témoignages viennent incriminer Cédric Jubilard et pourraient enfin fournir à la justice un scénario. Le 26 novembre dernier, devant la juge d'instruction, le fils Louis décrit une scène de bagarre entre ses parents le soir de la disparition de sa mère. Je les ai vus parce qu'en fait, j'étais descendue de mon lit. La porte était un petit peu ouverte et je regardais. J'ai entendu « Arrête-toi !» C'était maman qui disait ça. Quand ils se disputaient, ils étaient entre le canapé et le sapin. Ils se poussaient avec les 2 bras. Une fois papa, une fois maman. Je suis retournée me coucher parce que j'entendais papa venir et j'ai eu peur d'être grondée. Il a refermé la porte. Dans le même temps, dans le plus grand secret, la justice recueille les confidences stupéfiantes d'un détenu. Marco, 35 ans, dont 15 passés derrière les barreaux pour vivre des menaces de mort. À Toulouse, il est le voisin de cellule de Cédric Jubilard. Il affirme que ce dernier lui a avoué le meurtre. Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textotait. Il a pris son téléphone et a vu les messages. C'est ça qui l'a fait vriller. Il se dit être le plus grand cocu de France. Cédric m'a dit qu'il avait enterré l'autre en parlant de sa femme, mais qu'elle n'était pas enterrée profond. Cela l'a inquiété que son corps puisse être découvert à l'approche de l'hiver. Il m'a précisé qu'il s'agit d'un endroit qui avait brûlé. Il m'a parlé de sa compagne actuelle. Cette femme saurait où le corps est enterré puisqu'il l'aurait amené sur les lieux après les faits. Remis en liberté, Marco va chercher à découvrir le lieu exact. Il prend contact avec Séverine et lui raconte qu'il veut aider Cédric et déplacer le corps de Delphine. Le 6 décembre, Séverine le conduit à Cagnac-les-Mines jusqu'à une ferme qui a brûlé quelques mois plus tôt. Elle est située à proximité du domicile des Jubilard. Les gendarmes, qui surveillent Séverine depuis des semaines, la placent en garde à vue. Devant les enquêteurs, elle se justifie. Une fois quand je lui ai dit « C'est bon Cédric, dis-nous où tu l'as caché le corps, qu'on arrête de le chercher »,
Il m'a répondu avec son sourire comme il sait le faire. Eh ben, je te l'ai dit, ça fait 3 fois que je te le dis. À la ferme qui a brûlé. Mais d'un air où on se dit que c'est pas vrai. Au bout de 48 heures, estimant que Séverine n'en sait pas plus, la justice ne retient aucune charge contre elle. Pendant des semaines, la zone entourant la ferme est fouillée. En vain. Pour les avocats de Cédric Jubilard, la justice a pris pour argent comptant une provocation de plus de leurs clients. Vous avez un homme qui ne cesse d'être harcelé par tout le monde et montré du doigt depuis le début comme étant celui qui a tué son épouse. Et à 2 reprises, un peu exaspéré, un peu sous pression, un peu parce que parfois ils peuvent être, pour se défendre, provocateurs, il va dire « c'est bon, puisque vous voulez l'entendre, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai enterré à côté de la ferme ou dans le terrain de la ferme qui a brûlé ». Il le dira à Séverine et il le dira à cet homme, à ce co-détenu. Bon. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette information constitue une vérité? Non. La preuve. C'est-à-dire, on a défoncé tout le secteur avec l'armée, avec des drones, avec des pelleteuses. Le corps de Delphine n'est pas là. C'est encore une fois, c'est une fausse information. Les avocats dénoncent également la fragilité du témoignage du fils du couple. Il rappelle qu'il avait été entendu le jour même de la disparition et qu'il avait décrit une soirée sans problème. La difficulté, c'est qu'un enfant de cet âge-là, il cherche à dire des choses pour faire plaisir à son auditoire. Il voit bien, il sait qu'il se passe quelque chose, il sait qu'on attend quelque chose de lui, ne serait-ce que pour être interrogé 3 fois. Et je trouve que la justice est irresponsable que d'utiliser ou d'essayer d'utiliser les déclarations d'un enfant aussi jeune qui sera un jour dans un véritable conflit de loyauté. Et ça sera terrible quand ce gamin va comprendre l'utilisation qu'on essaie de faire de lui. Laissons-le de côté. Laissons-le de côté. Cherchons des éléments de preuve. On est au XXIe siècle, des preuves objectives, de l'ADN, du sang, de la téléphonie, des choses qui sont indiscutables, pas la parole d'un gamin. Les 2 avocats mettent aujourd'hui en avant un élément technique qui, selon eux, est à même de disculper leurs clients. L'enquête a pu établir que le téléphone de Delphine a été manipulé plusieurs fois pendant la nuit, après 22h55 et le dernier message à son amant. Notamment à 6h52, lorsque quelqu'un déverrouille l'écran du téléphone. Or, à ce moment-là, les gendarmes sont présents au domicile du couple avec Cédric Jubilard. Mais là encore, l'accusation et les parties civiles font une toute autre interprétation. Le téléphone va être manipulé à 6h52, à un moment où Cédric serait potentiellement avec les gendarmes, sauf que ce que l'on sait, c'est que pendant l'heure où Cédric Jubilard va être avec les gendarmes, il va y avoir une période de 20 minutes où il va être à l'intérieur du domicile avec les enfants sans surveillance des gendarmes, pendant que ces derniers feront des constatations extérieures sur le véhicule de Cédric et de Delphine. Si quelqu'un a pu déverrouiller le téléphone, c'est Cédric bien plus que n'importe qui d'autre. Le mystère de la nuit du 15 décembre est encore loin d'être résolu. L'instruction et les recherches pour retrouver le corps de Delphine Jubilard vont se poursuivre pendant des mois. Cédric Jubilard reste présumé innocent. S'il était renvoyé devant une cour d'assises, il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité. En tout cas, merci d'être venu, surtout. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde aujourd'hui, donc j'avoue qu'on n'avait pas pensé à faire des groupes. Donc tu n'auras pas assez de café et de croissants. J'aurais pas assez de café aujourd'hui, désolée. Allez, c'est parti. Allez. Comme tous les jeudis depuis 1 an, Amy organise elle-même une battue. Souvent, elles ne sont que 3
J'ai l'impression de revivre la première date. Ce matin, une trentaine de personnes les aident à ratisser un bois à la recherche de Delphine Jubilard. On la cherche parce qu'il faut absolument la retrouver, mais d'un autre côté, il y a le côté rassurant de ne pas la retrouver parce que forcément, si on ne la retrouve pas dans les bois, c'est qu'il y a toujours l'espoir. Amy, 30 ans, est l'une des meilleures amies de Delphine. C'est quand même une maman qu'à la trentaine, qui s'évapore comme ça du jour au lendemain. Faire du mal à une femme, c'est horrible. À une mère, laisser 2 enfants sans leur maman, c'est encore pire. C'est inacceptable. Les amis de Delphine marchent inlassablement à la recherche d'indices ou d'un corps dans ce terrain accidenté, envahi de ronces. Ouais, non, ça monte trop. Là, c'est chercher pour chercher, franchement. Ça monte trop. En plus, il faut s'imaginer que c'était dans la nuit. Donc, alors, il faudrait bien connaître le terrain et savoir s'il y a des cavités. 1 an après la disparition de la jeune infirmière, les enquêteurs sont convaincus que son mari, Cédric Jubilard, l'a tuée avant de faire disparaître son corps. Mais à ce jour, la justice n'a ni aveu, ni preuve irréfutable. Plongé dans les secrets d'une affaire criminelle hors norme. Le 15 décembre 2020, à 4h10, la gendarmerie d'Albi reçoit un appel. Cédric Jubilard, 33 ans, veut signaler que sa femme a disparu. Il explique avoir été réveillé par les pleurs de sa fille et avoir constaté que son épouse n'était plus là. 2 gendarmes se rendent au domicile du couple. L'un d'eux racontera aux enquêteurs. Il était anxieux et stressé. Il ne trouvait vraiment pas normal que sa femme ne soit pas là. Il était en panique. Il a pleuré une fois. Selon Cédric Jubilard, seul manque une doudoune blanche et le téléphone de Delphine. Il borne sur l'antenne de la commune. Mais à 7h30, le téléphone s'éteint. À Cagnac, les amis de Delphine apprennent la nouvelle en se réveillant. Cédric a tenté de les joindre dès 4h du matin. Coucou, quelqu'un a vu Delph, je la cherche partout, je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi. On s'est dit peut-être que elle va revenir, elle est peut-être partie au travail, même si elle est en vacances, elle avait besoin de souffler. Peut-être qu'à la maison ça allait pas, elle est partie se balader ou s'aérer la tête le soir même. Arrivé le soir après le travail, quand on voit qu'elle est toujours pas rentrée, on commence un peu plus à s'inquiéter, on commence à nous dire qu'on va nous auditionner, les gendarmes qui nous demandent si on ne la cache pas. C'est là où on s'est dit, ouais, finalement, peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Qu'est-il arrivé à Delphine ? Mère de 2 enfants, dont une fille de 18 mois, elle était en congé et semblait joyeuse. Amy a échangé avec elle la veille de sa disparition. Le 14 décembre, où je dis aux filles, on se fait un café ensemble, alors jeudi matin, les gars. Et où elle répond, oui, café entre meufs, jeudi matin, cœur. Tout était normal. L'idée d'une disparition volontaire, vous y pensez à ce que vous dites, elle a pu partir de chez elle tout plaqué? Non, jamais. Jamais j'ai pu penser à ça. Jamais de la vie elle serait partie sans ses enfants. Ça, c'était de suite à enlever de la liste. Delphine a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Les chiens de la gendarmerie reniflent sa trace depuis chez elle jusqu'à ce stop. Mais impossible de savoir si cette piste remonte à la nuit de la disparition. Les enquêteurs interrogent Cédric Jubilard et découvrent que le couple traversait une crise profonde. Delphine a demandé le divorce il y a plus de 3 mois. La procédure est en cours. Nous avons chacun notre avocat. Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale ?
Elle téléphone en cachette. Elle a changé ses codes. Donc on peut supposer qu'elle me cache des choses. La vie du couple se retrouve alors au cœur des investigations. Delphine rencontre Cédric en 2005 dans une soirée. Ils ont à peine 18 ans. Elle est étudiante infirmière, lui est intérimaire. Ils emménagent dans un appartement à Albi. Kevin habitait sur le même palier. Rapidement, il se lie d'amitié avec le couple. Cette photo là, il y a 2 bébés. Les fameuses photos, ils sont super. En 2013, Kevin est même témoin de leur mariage. Ils étaient vraiment bien ensemble, quoi. C'est toujours les premières années qui sont les meilleures, quoi. Il se souvient d'un ami travailleur qui multiplie les petits boulots. Cédric Jubilard veut construire sa vie de famille et sa propre maison. Ils ont réussi à trouver le terrain, à avoir les fonds et tout. Et vu que Delphine travaillait, donc au niveau du crédit, il a réussi à avoir. Il voulait se donner à fond dans cette maison, quoi. Et l'utilité du bâtiment, il y avait plein de projets. Il pensait faire une piscine, un solarium. Il voulait vraiment faire une maison où il se sente bien. C'était son rêve, cette maison? Ouais. En 2013, le couple emménage à Cagnac-les-Mines, quelques mois avant la naissance de leur fils, Louis. Les travaux ne sont pas terminés et ils n'avanceront plus. À cette époque, Delphine se confie à une cousine dont elle est très proche, Lolita. La maison qui avançait pas, hein. Donc elle a commencé à en parler un peu en disant ben voilà, Cédric, je comprends, il a des chantiers, mais il avance pas quoi dans la maison. Donc c'est vrai que ça l'a travaillé un peu quoi. Parce qu'après ben, elle a été enceinte de Elia. La grossesse a été dure. Étant enceinte, elle est tombée 2 fois. Quand il pleuvait ou n'importe, eh bien, avec la poussette, c'était trop dangereux. Il faisait rien. Alors que l'activité professionnelle de Cédric est en dents de scie, Delphine s'épanouit à son poste d'infirmière en gériatrie. Ah, tu vois, respect, c'est ça, et là, c'est ça qui est... Comme on le voit sur cette vidéo, tournée par des collègues. Une partie de son entourage est perplexe devant ce couple aux personnalités très différentes. Quand on était entre nous, entre filles, c'était Delph vraiment la rayonnante qui rigolait, elle rentrait dans enfin, on rigolait vraiment de tout et de rien sans filtre. À partir du moment où il était là, c'était plus du tout la même personne. Cédric, ça a toujours été quelqu'un il est dur, quoi. Il a toujours montré, c'est une personne dure, hein, et il a toujours assumé, de toute façon, il est comme ça, c'est son caractère. Hein. Moi, je suis un connard et j'assume, quoi. C'est vraiment sa phrase à lui, de toute façon. Il y avait beaucoup de choses qui collaient pas, je trouvais, entre eux, en fait. Il y avait Delphine qui était une femme posée, voilà, gentille avec ses enfants. Il n'y a aucun moment j'ai vu Delphine lever la main sur les petits. C'était Cédric. Quand Delphine elle lui disait « Arrête, tu vois pas que tu lui fais mal à Louis, mais tais-toi, ferme-la ta gueule ». En fait, c'était des mots vulgaires. Elle se rabaissait, elle baissait la tête, elle disait plus rien. Après un lent délitement, à l'été 2020, cet amour de jeunesse semble dans une impasse. Delphine s'affirme. Elle semble excédée par les problèmes financiers récurrents de son conjoint. Dans des messages retrouvés par les enquêteurs, elle évoque une séparation.
Quelques jours plus tard, sur un site de rencontre, Delphine commence à échanger avec un autre homme. Il a 35 ans, il est vendeur dans la région. Ils se rencontrent plusieurs fois et s'appellent tous les jours. Rapidement, Cédric nourrit des soupçons. Il cherche même à géolocaliser le téléphone portable de son épouse, alors qu'elle se trouve avec son amant. Trois mois avant la disparition, le divorce est acquis. Mais Cédric Jubilard continue à enquêter sur sa femme. Début décembre 2020, il subtilise la carte bleue de Delphine et consulte l'historique de ses dépenses à un distributeur. Il y découvre un achat de lingerie, une location de voiture et une réservation d'hôtel. Pour Delphine, le projet d'une nouvelle vie semble s'accélérer. Le jour de sa disparition, son amant lui annonce qu'il se sépare de sa femme. À 22h55, Delphine lui envoie un dernier message. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. Les semaines passent et les éléments troublants vont s'accumuler contre Cédric Jubilard. C'est une disparition inquiétante. Un meurtre ou un enlèvement. Les suites des recherches pour retrouver une jeune mère de famille disparue dans un village du Tarn. 8 jours après la disparition, alors qu'un millier de personnes est rassemblé pour prêter main forte aux gendarmes, le comportement de Cédric Jubilard interroge. Notamment Amy, l'amie de Delphine. J'ai ressenti ce besoin d'être à ses côtés le jour de la battue et de lui montrer que j'étais là pour le soutenir et là pour lui. Il le sait, hein, que c'était le suspect numéro 1, que tout le monde le regardait à lui, que voilà, tous les regards étaient braqués vers lui. Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il cherchait, j'avais envie de lui dire mais on s'en fout, enfin, on est là pour chercher ta femme, donc... Dans le quartier où vit le couple, Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Les gendarmes recueillent des témoignages embarrassants pour Cédric Jubilard. D'abord une voisine qui habite à 100 mètres du couple. Elle raconte qu'aux environs de 23h ce soir-là, alors qu'elle était sortie fumer une cigarette, elle a entendu la voix d'une femme. J'ai entendu des cris de peur. Ceux-ci m'ont glacée. Pour moi, c'était des cris d'adultes. Il y a eu des aboiements en même temps. S'agissait-il de la voix de Delphine? Le fils du couple, âgé de 6 ans, est questionné. D'abord, au lendemain de la disparition, il affirme que la soirée s'est déroulée sans heurts. Mais un mois plus tard, il décrit une altercation entre ses parents. Ils se disputaient. Après, j'entendais des gros mots. J'entendais. Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer. De son côté, Cédric Jubilard a toujours affirmé que la soirée s'était passée dans le calme. Il dit s'être couché à 22h30 et il a une hypothèse. Delphine serait peut-être sortie promener les chiens. Selon lui, elle en avait l'habitude. Une version qui étonne un voisin, Michel. Il habite en face des Jubilards. Non, on l'a jamais vu le jour avec les chiens, ni le soir, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais bon, le soir, on a les volets fermés. Mais bon, on rentre des fois à des heures un peu plus tardives, vers 9h, 10h. On l'aurait croisé dans la ville, dans le village, dans le lotissement. Surtout que c'était pas une fille à partir de la nuit. Mystère. Un autre voisin affirme, lui, que la voiture de Delphine a été déplacée pendant la nuit. Les enquêteurs découvrent aussi que, contrairement à ses habitudes,
Cédric Jubilard a coupé son téléphone entre 22h et 4h du matin. Enfin, la première gendarme arrivée chez les Jubilard à 4h50 se souvient avoir aperçu le mari en train de mettre du linge dans la machine à laver. Et le lendemain, les enquêteurs saisissent dans le tambour une couette. Cédric Jubilard aurait-il cherché à dissimuler des indices ? Les enquêteurs en sont persuadés. Plusieurs proches dans l'entourage du couple racontent aux gendarmes que l'homme aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse. Une fois, il a dit textuellement « J'en ai marre de celle-là, je crois que je vais la tuer, l'enterrer, personne ne la retrouvera. » Et donc c'est vrai que quand on est énervé après quelqu'un, on dit « Oh, j'en ai marre, je vais le tuer. » Mais bon, jamais je vais le tuer, je vais l'enterrer, personne ne le retrouvera, quoi. Enfin... Sur un moment, évidemment, personne n'y croit. Ben non, non. Les gendarmes perquisitionnent la maison et la voiture du couple, fouillent le jardin, sondent les canalisations. En vain. Cédric est examiné par un médecin le jour de la disparition. Il ne porte pas de traces de blessures. L'enquête semble dans une impasse. Les gendarmes vont alors tenter d'obtenir des aveux. Le 16 juin dernier, Cédric Jubilard est placé en garde à vue en même temps que sa mère et son beau-père. Jean-Baptiste Allary est son avocat. Il l'assiste pendant 44 heures. La gendarmerie de Gaillac est entièrement réquisitionnée. Une dizaine de gendarmes sont réunis et assistent en temps réel aux auditions, assistent à tout ce qui se passe. Et à chaque fois qu'une pièce est évoquée pendant une audition, la porte s'ouvre et la pièce en question est tendue au service enquêteur pour pouvoir poursuivre l'audition. Donc tout est extrêmement coordonné. C'est une machine implacable qui a pour seul et unique dessein des aveux. Tout est fait pour ça. L'essentiel des auditions ont eu lieu à des heures extrêmement tardives. La dernière audition s'achève à plus de 3 heures du matin, jusqu'à d'ailleurs l'un des derniers événements de la garde à vue qui va consister en une confrontation, une mise en présence entre Cédric Jubilard et sa maman, une maman que les services enquêteurs auront pris soin de broyer psychologiquement pendant 48 heures. Et d'ailleurs, elle finit par lui dire et par l'implorer. Cédric, si tu as fait quelque chose pour toi, pour les enfants, pour la vérité, pour qu'on puisse faire le deuil, pour qu'on puisse avancer, elle le supplie, dis-le. Cédric répondra, mais maman, je n'ai rien fait. Pas d'aveu. Mais Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention. 2 avocats supplémentaires prennent en charge sa défense. Alexandre Martin et Emmanuel Franck soulignent que les éléments reprochés à leur client ne sont pas des preuves et n'en font pas un criminel. C'est une enquête qui a été menée avec le préalable que Cédric Jubilard était certainement le coupable. Donc à partir de là, vous avez tous les actes d'investigation qui tentent de se centraliser vers cette opinion première, cette conviction première des gendarmes, une conviction qui apparaît quelques heures après la disparition. Les avocats prennent l'exemple de la fameuse couette passée à la machine à laver et présentée comme un élément à charge, mais dont les résultats d'analyse ne sont toujours pas connus, 1 an après. Imaginez bien que cet homme aurait enlevé la couette bien avant que les gendarmes arrivent. Il avait tout le temps. Il n'est pas surpris chez lui. Il a tout le temps puisque c'est lui qui les appelle. Il pouvait très bien les appeler le lendemain. Je pense que c'est un leurre en réalité, hein, cette couette. Au final, même si cette expertise nous dit qu'il y a de l'ADN de Delphine, quoi de plus normal, c'est chez elle. Si on nous dit il y a des micro-traces de sang, ça peut s'entendre aussi sur une couette. Donc au final, cette couette va certainement rien donner. Et ça a été agité comme un élément à charge principal, l'élément qui faisait tomber Cédric Jubilard. Les 2 avocats rappellent aussi que les plus proches voisins du couple n'ont pas entendu de cris ce soir-là.
et que les déclarations du fils de 6 ans sont changeantes. Pour eux, la justice n'a jamais considéré sérieusement d'autres pistes, comme celle d'un rôdeur. Ce que l'on sait, c'est d'abord que Delphine Jubilard était en horaire décalé puisqu'elle travaillait de nuit et que donc lorsqu'elle était en congé, eh bien, elle était insomniaque. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'elle pouvait parfois se promener la nuit. Et la semaine avant sa disparition, elle était sortie dans la nuit pour regarder les étoiles puisque c'était la période des étoiles filantes au mois de décembre 2020. On ne sait pas du tout finalement si elle a pu sortir ou pas et les raisons pour lesquelles elle aurait pu sortir. Les avocats de Cédric Jubilard ont déjà contesté à 3 reprises le maintien en détention de leur client, sans succès jusqu'ici. La dernière audience à la Cour d'appel de Toulouse s'est déroulée le 16 novembre dernier, en présence de membres de la famille de Delphine, qui restent très discrets, mais s'opposent fermement à la remise en liberté de Cédric Jubilard. Mourad Batik est l'avocat d'un oncle et d'une tante de Delphine. Pour eux, la culpabilité de Cédric Jubilard ne fait guère de doute. Le dossier, il est tout sauf vide. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 hypothèses. Une hypothèse impliquant Cédric Jubilard, une hypothèse sérieuse, et une hypothèse parfaitement farfelue qui ferait intervenir un tiers extérieur et externe et qui n'a aucun sens et qui ne tient pas la route une seule seconde. Que Delphine sorte à 23h dans le noir alors qu'elle a peur du noir, en pyjama, alors qu'elle vient de coucher ses enfants, on est en plein hiver, on est sous le couvre-feu et elle se ferait enlever par un tiers, ça n'a aucun sens. Entendu ce vendredi par les juges d'instruction, Cédric Jubilard a maintenu sa version. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Pour célébrer en son absence son 34e anniversaire, des proches de la jeune femme se sont rassemblés devant chez elle, le 15 novembre dernier. Je pense que la vérité, elle se saura. En tout cas, je souhaite qu'elle se sache. Et je souhaite aussi que la personne qui lui a fait du mal parle et paie. Cela fait 1 mois que la cousine de Davy, Delphine Jubilard, a brutalement disparu. Sur le moment, tout va très vite parce qu'on se dit qu'elle ne peut pas disparaître comme ça. Je me suis dit, bon, elle a dû partir de la maison, c'était le premier jour, c'était rien de... Mais bon, quand on se dit qu'il y a directement un avis de recherche et tout ça, c'est vrai que ça nous met mal à l'aise. Hein. Les premières nuits ont été longues, à réfléchir, à penser à plein de choses, on ne sait pas quoi. Aujourd'hui, on a tous envie de retrouver Delphine, elle nous manque énormément, elle manque à ses enfants, elle manque à toute la famille, à ses amis aussi, bien sûr. On ne baisse pas les bras, on attend qu'une bonne nouvelle arrive, on va dire. Mais c'est vrai qu'après plus de 3 semaines, l'espoir diminue petit à petit, malgré tout, mais on y croit. L'infirmière de 33 ans, mariée, mère de 2 enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. Le mystère a pour toile de fond Cagnac-les-Mines, 2600 habitants, à 10 km au nord d'Albi. C'est une bourgade tranquille, où l'extraction du charbon a été arrêtée au milieu des années 80. Delphine vit dans cette maison inachevée, avec son mari Cédric, qui l'a construite en partie il y a 7 ans, leur garçon de 6 ans et leur fillette de 19 mois. Depuis quelques semaines, le couple envisageait de se séparer et faisait chambre à part.
Cédric signale la disparition de sa femme le 16 décembre au petit matin. Il raconte une soirée tranquille, passée devant la télé. Il se serait endormi le premier. Delphine aurait couché leur fils vers 23h. Cédric aurait été réveillé à 4h30 par les pleurs de leur fillette. C'est à ce moment-là qu'il aurait constaté l'absence de sa femme. Il aurait demandé à des amis si Delphine était chez elle, ne recevant que des réponses négatives. Il prévient à 5h30 du matin les gendarmes, qui se déplacent une première fois au domicile du couple. Les affaires de la mère de famille sont encore là. Seul manque sa doudoune blanche et son téléphone portable, dont on découvrira a posteriori qu'il cesse d'émettre quelques heures après sa disparition, dans un rayon de 2 km autour de son domicile. Les gendarmes débutent aussitôt une enquête de voisinage. Michel habite juste à côté de la maison de l'infirmière. Le retraité gardait fréquemment chez lui son fils de 6 ans. Il l'appelait papy, mamie. On était... Il rentrait pas comme chez lui ici, mais presque, quoi. Je veux dire. Delphine, c'est une femme discrète, souriante. On n'a jamais eu de problème. Hein. Bon, avec elle m'a toujours dit bonjour. C'est une fille normale, hein, je veux dire. Comment vous avez appris qu'elle a disparu et quelle a été votre première réaction? On l'apprend par la gendarmerie qui vient nous demander des nouvelles de Madame Jubilard. Sur le coup, avec ma femme, on se regarde, Jubilard. Oui, votre voisine derrière. Ah oui, Delphine. Parce que bon, pour nous, c'était Delphine et Cédric. Et c'est là qu'ils nous ont dit qu'elle avait disparu dans la nuit. C'est tout. Je disais, là, il y a eu un problème, ils se sont engueulés, ou je sais pas quoi. Elle est partie prendre l'air, comme on dit, quoi. Elle va revenir là, c'était 10h30 ou 11h. Elle va revenir avec les gosses, elle va revenir, quoi. Mais Delphine ne revient pas. Et personne ne l'a, semble-t-il, vue cette nuit-là. Les chiens de la gendarmerie perdent sa trace à 200 mètres du domicile familial. Près de ce croisement, sans certitude que la piste suivie date de la nuit. Un hélicoptère, un drone et des plongeurs recherchent en vain l'infirmière. Je vais prendre l'extrémité puis on va tourner le long. Un appel à témoins est diffusé par les gendarmes. Alors, je sais que beaucoup cherchent une doudoune blanche et un téléphone portable. Moi, je vous demande de signaler tout ce que vous trouverez. Le mercredi 23 décembre, une battue citoyenne est organisée pour tenter de retrouver l'infirmière ou des indices permettant de comprendre sa disparition. Cédric, son mari, est là, capuche sur la tête. On finit de s'inquiéter jusqu'ici, on finit cette partie boisée. Après, ça sera méchant. D'accord. Il ne dira pas un mot aux médias. Ils étaient près de 1800 ce jour-là, dont Patrice Norkowski, le maire de Cagnac-les-Mines. Je pense que ce qui a peut-être motivé les gens, c'est que le fait que ce soit une maman, une infirmière. C'était l'approche de Noël aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens ont eu cet élan de solidarité. Alors c'est vrai que la topographie de notre village est très compliquée. Beaucoup de bois, c'est très vallonné. Beaucoup de ronciers, donc difficile d'accès. Là, j'ai soulevé juste la branche avec mon pied, elle était là. Je suis restée telle qu'elle. Un couteau et un téléphone portable sont découverts, mais sans lien a priori avec la disparition de Delphine. La mère de famille aurait-elle pu quitter volontairement son domicile? Son cousin, comme tous ses proches, n'y croit pas un instant. Elle n'aurait jamais pu partir comme ça sans ses enfants. Si elle serait partie un jour, c'était avec ses enfants. Sa petite fille qui a 19 mois, son fils de 6 ans, elle faisait beaucoup d'activités avec eux, elle était très maman poule, mais jamais elle les aurait abandonnés. Jamais.
Et puis elle aimait bien, elle était quand même bon vivante, elle aimait bien être avec des amis, elle avait une bonne relation avec ses collègues de boulot, elle croquait la vie à pleines dents, avec ses enfants, avec ses amis, avec la famille. C'était une jeune femme simple et qui aimait la vie, quoi. La justice également semble avoir écarté cette hypothèse. Une semaine après la disparition de Delphine, le procureur ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Le dossier devient criminel. Parmi les pistes envisagées, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse s'intéressent au mari de l'infirmière et investissent à 2 reprises la maison du couple. Les murs et le terrain sont sondés. Même les égouts sont explorés. Aucun élément n'a filtré sur le résultat de ces investigations, effectuées en présence de Cédric Jubilard. La piste de la séparation qui tourne mal est-elle crédible? Delphine et Cédric se sont mariés en 2013. Un amour de jeunesse. Des caractères opposés. Elle, lumineuse et avenante. Lui, plus renfermé. La décision de se séparer est prise cet été. Une usure du couple et des difficultés financières en seraient les raisons. Avec la crise de la Covid, l'activité de Cédric, auto-entrepreneur dans le bâtiment, s'était écroulée. Pour cette proche de la famille qui souhaite rester anonyme, Cédric Jubilard avait beaucoup à perdre dans ce divorce. Elle comptait passer le dernier Noël pour que les enfants puissent être avec son père et tout ça, avec leur père, et partir le week-end d'après Noël. Et Cédric savait pour le divorce, mais il savait pas qu'elle allait vraiment partir, quitter la maison. Voilà. Puis elle s'est quand même investie dans cette maison, donc pour qu'elle veuille partir et la laisser derrière elle. Et puis elle comptait partir avec ses enfants. Moi, de ce que je sais, elle comptait demander la garde exclusive des enfants. Elle le lui avait dit? Je pense que non. Elle avait peur de sa réaction. Cédric Jubilard a trouvé refuge avec ses 2 enfants chez des proches dans la région. Il ne veut pas s'exprimer publiquement. Il s'est constitué partie civile, assisté par maître Jean-Baptiste Allary. L'avocat affirme que la séparation était en réalité tout à fait apaisée. C'était une séparation, après les investigations le confirmeront ou l'infirmeront, hein, mais qui était consentie de part et d'autre. Et l'un et l'autre étaient d'accord pour considérer qu'il était peut-être temps de se séparer proprement, tout en restant 2 parents présents pour leurs enfants. Mais à ma connaissance en tout cas, et je crois que là-dessus elle est relativement précise, il n'y avait pas de conflit à ce niveau-là. Une séparation pacifique confirmée par certains proches de Delphine auprès des enquêteurs. Ces derniers envisagent donc aussi la piste de la mauvaise rencontre, du prédateur. Ils examinent les profils des délinquants sexuels répertoriés dans les environs. Recoupent toutes les données téléphoniques de cette nuit-là. Pour l'instant, le mystère reste total. Mais chaque jour qui passe arrache avec indifférence un peu d'espoir aux proches de Delphine.